Bonjour, bienvenue dans le podcast des Humagogues, le podcast des innovations d'utilité sociale avec des experts formateurs des Humagogues qui expérimentent de nouvelles méthodes ou redécouvrent des approches dans le seul but d'améliorer le quotidien des personnes qu'ils accompagnent. Bonjour, bonjour Clara, bonjour Alexandra. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour enregistrer un podcast sur la formation à l'utilisation de l'échelle Alarme Détresse Bébé. Donc vous l'avez mis en place au sein de votre équipe à la mairie de Grigny. Donc là, on va vous poser plusieurs questions pour savoir en fait ce que ça a changé dans vos pratiques et puis comment vous avez mis ça en place. Donc d'abord, je vais vous demander de vous présenter. Alors, donc, je suis Clara Dufour-Leny, je suis psychologue clinicienne et je suis spécialisée dans le domaine de la petite enfance. Donc, j'interviens principalement dans les établissements d'accueil du jeune enfant, également dans un centre de formation et je travaille depuis 14 ans pour la mairie de Grigny. Donc, une expérience de terrain sur ce territoire-là depuis un bon moment déjà. Donc, je connais bien les équipes. Je connais bien les questionnements qu'on a par rapport aux familles, ce qui aide à se poser des questions et à chercher ensemble des moyens d'avancer communs. D'accord, puis on accueille également Alexandra Després, qui est la formatrice à l'échelle ADBB. Bonjour Jocelyne, donc Alexandra Després, je suis docteure en psychologie. Ma spécialité, c'est l'attachement et la psychopathologie périnatale. Alors, j'ai 3 casquettes, formatrice, alors principalement à l'échelle Alarme Détresse Bébé, mais aussi aux outils d'évaluation des interactions précoces comme le CARE Index et puis globalement à la théorie de l'attachement, avec le psychotrauma aussi, mais tout ce qui est basé sur l'attachement, les pratiques attachement informées. Et puis évidemment, je suis clinicienne aussi, donc j'ai un cabinet dans lequel je reçois des parents en difficulté avec leurs petits depuis je ne sais plus combien de temps maintenant, à Luxembourg. Et puis, j'ai aussi une casquette de chercheuse indépendante. J'accompagne beaucoup d'étudiants de thèse ou de master qui font des recherches. Et donc, je les accompagne méthodologiquement, souvent, plutôt. Et puis, j'interviens comme expert codateur dans certaines. Merci. Et donc, moi, je suis Jocelyne Guillon, la directrice d'Humagogie et également ingénieure pédagogique des formations d'utilité sociale. Donc, aujourd'hui, vous avez mis en place donc, la formation à l'échelle Alarme Détresse Bébé, ADBB, dans le service petite enfance de la mairie de Grigny. Alors, pourquoi vous avez pensé à cette échelle ? Alors, ça remonte à ma lecture du rapport de la commission des 1000 premiers jours. Suite à cette lecture, j'ai commencé à réfléchir à différents projets d'intervention près des familles et de formation des agents pour améliorer la qualité de notre accueil, avec cette idée, puisque Grigny est la ville la plus pauvre de France, de trouver une place convaincante pour le service petite enfance dans la cité éducative et dans la lutte contre les inégalités sociales. Moi, je suis convaincue que l'accueil dans un établissement d'accueil du jeune enfant, ça a un impact important sur le développement du jeune enfant, que ce soit cognitif, affectif et social, et que par là, ça constitue un levier efficace pour lutter contre un certain déterminisme social. Mais ça implique une formation extrêmement solide des agents pour avoir un accueil de qualité, un certain sentiment de compétence aussi, parce que parfois on a les compétences, mais on ne se sent pas fort de ça. Puis évidemment de l'engagement. Et puis dans ce rapport, il y a quand même une grande place qui est donnée au développement affectif du jeune enfant, à cette idée de sécurité affective sans laquelle il n'y a pas d'exploration, sans laquelle il n'y a pas de plaisir à la découverte, au jeu, et puis plus tard d'investissement dans les apprentissages. Et ça, c'est vraiment quelque chose, en France en tout cas, un domaine qui n'est absolument pas exploré dans la formation des agents, des professionnels de la petite enfance. On a des repères sur le développement du langage, on a des repères sur le développement psychomoteur, des choses comme ça, sur l'alimentation, le sommeil, mais le développement affectif, l'attachement, la sécurité affective, c'est un domaine qui est très, très peu exploré et c'est vraiment quelque chose qui est très paradoxal parce que dans ces structures-là, on ne travaille quasiment qu'avec ça, autour de ça. Et donc, je cherchais une formation sur ce sujet-là. Alors moi, à titre personnel, je suis d'orientation psychanalytique, mais je dois dire qu'à Grigny, où je reçois énormément de familles qui ont vécu des parcours migratoires extrêmement traumatisants,
eh ben, ce sont des outils qui ne m'ont pas été d'un grand secours. Et que je me suis tournée vers d'autres choses, d'autres outils, d'autres théories, notamment la théorie de l'attachement. Alors, j'en avais entendu parler un peu à l'université, Antoine Guedness, quelqu'un dont on entend parler à la fac. Je me suis replongée dans tout ça et ça m'a vraiment donné ça m'a permis de changer de regard, de fonctionner différemment, de chercher à comprendre les choses différemment. Et vraiment, je me suis dit, il faut que je puisse partager ça avec les équipes. Et puis, en lisant, je me suis rendu compte qu'il existait cette échelle ADBB et qu'une formation pour l'utiliser était dispensée. Et c'est quelque chose que je trouvais intéressant parce qu'il y avait une formation théorique sur la question de l'attachement qui était absolument nécessaire et indispensable pour les professionnels, mais aussi j'imaginais que ça allait avoir un impact sur les pratiques, que ça allait opérer un changement dans les pratiques. Souvent, les professionnels, elles partent en formation, une journée de théorie, elles reviennent, elles ont appris des choses. Mais comment est-ce qu'on l'utilise au quotidien auprès des enfants? Ça, c'est bien plus compliqué. Donc voilà, en lisant le descriptif de cette formation, je me suis dit qu'à la fois, il y aurait cette articulation entre la théorie et la pratique et que ça opérait un changement, un ajustement dans les pratiques et c'est ce que je cherchais. Au niveau de la mise en place de ce projet de formation, concrètement, le management de l'équipe, la recherche des fonds, comment vous avez procédé en fait pour convaincre tout le monde? Surtout alors, c'est une formation 100% en ligne. Oui. Alors, pour trouver les fonds, j'ai répondu à un appel à projet régional pour la formation des professionnels petite enfance. L'édition 2022 vient de passer d'ailleurs. Et donc, la région a accepté de financer totalement cette formation. Et en étant très intéressée d'ailleurs, j'ai eu un message de la personne qui s'occupait de ça, en me disant, voilà, c'est vraiment une démarche, c'est la première fois que cette démarche-là est engagée dans la région, c'est intéressant, on va suivre ça de très près. D'autant que le repérage des difficultés chez le tout petit, c'est vraiment une des pistes qui est vraiment encouragée de suivre en ce moment. Apprendre à repérer les signes de détresse chez le tout petit, c'est quelque chose qui est encouragé. La formation en ligne, pour être parfaitement honnête, m'a fait un petit peu peur au départ, parce que ça demande un engagement différent. La première séance m'a fait très peur avec la théorie. Je me suis dit, mince, dans quoi je les ai embarqués, ils vont tous se lâcher en route parce que c'est quand même un certain niveau théorique que je n'avais pas anticipé. Et puis finalement, je me suis rendu compte que quand on travaille depuis très longtemps avec des personnes, on croit connaître tout de leurs limites et de leurs ressources et que c'est complètement faux et qu'ils sont capables de faire des choses, de se dépasser, de sortir de ces cases-là. Quand on vient les chercher de la bonne manière et quand c'est stimulant et intéressant pour eux. Finalement, cette formation, qu'elle soit en distanciel ou en présentiel, je n'ai pas l'impression que ça ait changé grand-chose. Ils ont vraiment eu l'impression tous d'avoir une relation de travail avec vous et d'être dans l'échange, de pouvoir vous interpeller. Je ne crois pas que ça ait changé véritablement grand-chose. Ce n'était pas une conférence en ligne durant laquelle on n'intervient pas. C'était vraiment très interactif. Et puis, ça a créé un groupe de travail entre eux. Ça crée un élan collectif, vraiment une dynamique assez incroyable que je n'avais pas vue jusqu'à présent. Un langage commun, des mots qui faisaient sens pour tous. Et il y a une espèce de fierté aussi de maîtriser un nouveau langage. Entre eux, ils parlaient à des bébés à longueur de journée. Ils nous disaient, on mange, on dort à des bébés, on se réveille le matin, on pense à des bébés, on pense cotation. Le savoir, ça donne une telle confiance en soi. Et là clairement, ils ont ce sentiment de s'être dépassés. Et l'estime de soi, la fierté qu'ils en ont tirée est absolument incroyable. Donc sur ce plan-là, même la distance n'a pas empêché du tout de se sentir concerné et de s'engager dans cette formation, voire même, ce qui est assez impressionnant, c'est le travail personnel que ça a engagé. Vous voyez une fois par semaine pendant 2 heures en visio, et pour autant, ils ont travaillé énormément chez eux sans qu'on leur demande. C'est quelque chose qui est venu naturellement. Donc, il y avait un investissement professionnel, c'est une formation professionnelle, mais aussi une implication très personnelle. Oui, je crois que c'est une des forces de la formation en ligne, en fait. D'abord parce que ça permet une certaine flexibilité
dans son organisation. Tout à fait. Et puis le fait de pouvoir reconsulter les ressources à son rythme et en fonction de ce qu'on arrive à assimiler à un moment donné, Oui. plutôt que d'avoir tout d'un coup et puis on n'est pas forcément toujours en état d'apprentissage ce jour-là. Tout à fait. Là, pour le coup, ils ont réussi, à mon avis, à assimiler un peu plus. Ils ont réussi à vous faire confiance. Quand vous disiez au démarrage, bon, il va y avoir une phase qui est un peu difficile et là, voilà, ça va descendre un petit peu. Puis après, vous allez voir, ça va vous porter de nouveau. Ils ont suivi ça, ils ont accepté ça et beaucoup sont revenus sur la théorie à la fin de la formation. Oui. Quelque chose qu'ils n'ont pas forcément assimilé au départ parce qu'ils n'avaient pas forcément la base théorique. Ils ont réussi à se dire, bon, ça, je ne maîtrise pas, ce n'est pas grave, j'y reviendrai après. Et certains, ils sont revenus après en se disant, tiens, voilà, je comprends mieux maintenant de quoi il s'agit. Ça y est, je peux assimiler ça dans un second temps parce que je l'ai compris sur le terrain. Oui, donc ils ont pu faire un va-et-vient théorique et pratique. Oui. Tout à fait. Et cette question de la flexibilité, je crois, est vraiment la clé de la réussite pour un service petite enfance, parce que c'est extrêmement difficile de mobiliser autant d'agents. De notre service, 25 agents sont mobilisés, même si c'est sur 2 groupes, ça demande une organisation assez incroyable, de répartir les gens dans chacun des 2 groupes, en se disant il faut qu'il y ait une continuité d'accueil et un accueil de qualité pour les enfants. Donc, c'est quelque chose qu'on a vraiment beaucoup préparé en amont, et qu'on a réfléchi dans la proportion de responsables, la proportion d'éducatrices de jeunes enfants, la proportion de CAP ou d'auxiliaires de puériculture, voilà. Et à la fois pour que ça crée une dynamique et des relations différentes du quotidien. Oui, elle est la responsable de ma structure, de la structure où je travaille, très bien, mais là, aujourd'hui, on apprend ensemble. Et ça aussi, ça apporte plein de choses. Ça apporte plein de choses. Oui, ces différentes fonctions, elles ont été gommées à ce moment-là. Il y a eu une entraide, vraiment une solidarité, du soutien entre elles. Voilà, chef ou pas chef, tout le monde travaillait ensemble. Mais la flexibilité, la possibilité de rattraper les choses après pour dire je peux partir en vacances quand même, c'est pas grave. Je suis malade, c'est pas grave. Bon, là, je suis obligée de privilégier l'accueil des enfants, on n'est pas en nombre, et je rattraperai après, c'est pas grave. Ça, oui, dans l'organisation pour le service, c'était vraiment important. Oui, puis il y a aussi, enfin moi je les ai beaucoup eus au début, chacun au téléphone ou par mail. En tout cas, au niveau technique, ils ont acquis des compétences. Oui, tout à fait. Qu'on va réexploiter d'ailleurs. Oui. Parce alors, quel genre de compétences? Ça sème des petites graines. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Il ne faut pas que ce soit juste cette formation-là. Elle est terminée. Alors, il faut en faire le deuil. Maintenant, plusieurs continuent d'en parler. Mais il faut qu'on continue de tirer ces fils-là. Par exemple, l'utilisation de la vidéo. C'est quelque chose qu'on va réutiliser parce qu'ils ont vraiment compris l'importance de ça. On aimerait travailler sur la relation aux parents. Donc, le moment des transmissions, le soir ou le matin, se filmer, voir ce qui se joue, ce qui se passe. Voilà, le type de communication qu'on peut avoir avec les parents dans une optique de soutien à la parentalité. Les connaissances qu'ils ont en matière d'attachement maintenant, elles sont… Alors, évidemment, c'était une introduction, c'était un début, mais ça a vraiment permis qu'ils s'y intéressent. Plusieurs, à la fin de la formation, sont venus me dire « Mais alors maintenant, est-ce qu'on peut suivre la formation sur l'attachement dans notre pratique ?» Ils disent même « notre clinique maintenant ». Quelque chose comme ça, ils ont compris que leur regard apportait des choses à l'enfant. Et donc ça, ces connaissances-là, je pense qu'elles sont à creuser. Ils sont en demande de ça et on va essayer de le faire. Et puis, la compétence à l'observation, ça, c'est sûr que ça s'est beaucoup développé. La qualité de leur attention. Vraiment, quand on leur disait il faut être dans l'observation, ils s'asseyaient puis ils regardaient. Maintenant, c'est autre chose. Observer, c'est pas regarder, c'est pas la même chose, c'est pas la même attention. Voilà. Donc là, vraiment, leur regard s'est affiné, c'est certain. Ok, donc c'est super. J'imagine qu'en tant que psychologue clinicienne qui intervenait, ça change aussi votre façon de travailler avec eux. Oui, c'est-à-dire que maintenant, c'était aussi ma volonté de pouvoir m'appuyer beaucoup plus sur les équipes de terrain. Quand on est psychologue, on intervient petit bout par petit bout, on court de droite à gauche, on n'est pas fixe dans une structure toute la semaine. Et c'est important qu'on puisse travailler en équipe et que je ne sois pas la sachante et que c'est moi qui viens, qui observe et qui sait tout. Là, c'est quelque chose qu'on partage ensemble. Et ça, il m'interpelle autrement, en me disant « Clara, je crois que peut-être il y a quelque chose à aller voir de l'ordre du retrait relationnel, etc. » Mais disons, voilà, c'est plus la même démarche du tout. Et c'est quelque chose qu'on co-construit ensemble maintenant.
C'est fabuleux, ça. Enfin, je trouve, pour la position du psychologue, c'est plus confortable, certainement. Tout à fait, tout à fait. Et puis oui, c'est d'autres échanges qu'on a ensemble. Vraiment, c'est quelque chose qui a changé. Je travaillais dans l'une des structures, m'a interpellée un jour en me disant, voilà, il n'y a pas de vocalisation, il n'y a pas il me semble qu'il y a quelques autostimulations, un langage qu'elle n'avait pas avant et qui du coup m'interpelle différemment tout de suite. Moi, ça me permet aussi de juger de l'urgence ou non de l'intervention, de l'observation que je dois mener après. Donc, on a le sentiment que ça fait basculer un peu plus les institutions de la petite enfance de première ligne, qui ne sont pas forcément des institutions de prise en charge des enfants, c'est des enfants tout venant en fait, mais de faire basculer un peu plus dans quelque chose du registre d'un appareillage de soutien global, sociétal, assez tout petit. Et la première ligne qui était peut-être pas toujours en capacité de voir, ben, d'un seul coup, elle devient un outil extraordinairement puissant en fait. Oui. Je crois, moi je suis convaincue que ces professionnels de petite enfance, ce sont des tuteurs du développement, mais ils n'en ont pas conscience. Et votre formation les a aidés à prendre conscience de ça et de se sentir compétents dans ce rôle-là, de mesurer l'impact qu'ils peuvent avoir sur le bien-être et le développement du jeune enfant. Parce que moi, dans ma logique, de là où je suis, bon, je travaille plus en protection de l'enfance avec les pouponnières, etc. Mais les professionnels de pouponnières sont plus conscients de leur rôle dans le développement affectif. Et j'ai toujours senti le décalage avec les professionnels de crèche avec lesquels j'ai pu travailler. Comme si, finalement, ils ont leurs parents, donc bon, voilà. Alors qu'en fait, ils sont une ressource de soins incroyable et souvent bien plus efficace même que les thérapies on peut voir, moi les petits, je les vois une fois par semaine maximum. Donc, j'arrive pas forcément à changer la structure des interactions, alors que la personne de crèche qui va avoir cet enfant-là et porter ce regard-là plusieurs heures par jour, elle a vraiment le rôle d'un tuteur. Tout à fait. Et alors, on est un lieu de prévention, mais c'est un grand mot qu'on emploie comme ça très facilement, mais il faut que ça s'incarne, il faut que ça se traduise par des actions sur le terrain et savoir repérer des signes de retrait relationnel, c'est faire de la prévention. Et ça, donc c'est vraiment incarner notre rôle et nos missions. Et pas juste se dire, voilà, on fait de la prévention, mais de la prévention de quoi? Si on ne sait pas repérer, on va faire de la prévention. Donc là, voilà, et puis ça les amène à se poser d'autres questions, c'est-à-dire que ça les amène à mieux observer aussi la relation parent-enfant. Ils ont bien compris qu'il ne fallait pas faire de lien de cause à conséquence comme ça tout de suite, mais en tout cas, ils sont plus attentifs à cette relation-là. Et j'imagine que du coup, ils changent aussi leur posture et leur discours vis-à-vis des parents. Oui, beaucoup moins dans le jugement, et ça, c'est quelque chose de gagné et qui est très, très précieux. Et pour eux-mêmes, dans leur propre fonction psychique de soignants, est-ce que ça les a mis plus à mal, peut-être, parce que plus conscientes de la souffrance du bébé, ou est-ce que ça leur permet de mieux mentaliser aussi, donc verbaliser les difficultés qu'ils peuvent rencontrer? Il y a eu 2 phases. Durant la formation, il y a eu une période qui a été très difficile où plusieurs sont venus me voir en me disant que les vidéos que vous leur montriez étaient absolument insupportables, qu'ils avaient du mal à s'en remettre et qu'ils n'avaient pas imaginé qu'un bébé pouvait souffrir de cette manière-là. C'est-à-dire qu'avant, ils auraient pu regarder les mêmes vidéos, ils auraient senti probablement des choses, mais mesurer la détresse, voilà, là vous avez ouvert une chose tangible, voilà, qui était douloureuse, qui était vraiment douloureuse. Et petit à petit, ça s'est apaisé. Parce qu'ils se sont rendus compte que voir, repérer, constater, c'est déjà agir. C'est pas juste être le spectateur impuissant, ce qu'on peut avoir l'impression d'être sur les vidéos, parce qu'effectivement c'est filmé, etc. Mais que quand on le vit au quotidien, quand on observe des bébés dans la crèche, on n'est pas un spectateur impuissant. On peut mettre des choses en place et ne serait-ce que regarder, donner de l'attention, c'est agir. Oui. Ça, c'est sûr que ça les a apaisés et ça les a rendus forts, solides. Oui. Beaucoup de professionnels, on a essayé de faire un parcours pédagogique qui prenne ça en compte. On sait que ça
Voilà, c'est une formation qui remue. Oui. Qui remue parce que voir la détresse du bébé, c'est pas quelque chose qui est confortable du tout dans nos sociétés. Et du coup, être armé pour voir, hein, pour ces lunettes-là, il y a une première phase où on est un peu, on désorganise un petit peu. Et puis, effectivement, la compétence derrière, c'est-à-dire que la formation est conçue pour refermer cette boîte-là tranquillement, en fait, et sentir qu'on y arrive, quoi. Et puis, il y a quand même un certain sentiment de culpabilité qui vient avec tout ça de « Ah, oui, donc ça, je n'avais pas repéré ça avant. J'ai travaillé sans ça, sans voir tout ça auparavant. » Et ce n'est pas facile, hein, quand on prend conscience des choses, évidemment, hein, il y a une responsabilité qui est associée à toute nouvelle connaissance. Et donc, du coup, on change de posture, obligatoirement. C'est ça. Mais donc, il y a eu ce moment-là un peu difficile à digérer. Un peu inconfortable, oui. Oui. D'accord. Et au tout début de la formation, est-ce qu'ils avaient des peurs alors par rapport au fait que ce soit en ligne, par rapport au contenu, par rapport à leur niveau initial de formation? Alors, la première rencontre avec vous et donc les autres participants a soulevé son lot d'inquiétudes en réalisant que l'autre groupe était constitué de pédiatres, de psychomotriciens, de psychologues, etc. Ça a été extrêmement angoissant pour beaucoup. Voilà, et j'ai le sentiment… Angoissant dans quel sens? Ils se sont sentis tout petits. Enfin, ils ont vraiment eu l'impression que leur formation était très loin de celle des autres participants et ça leur a fait peur. Ça a duré un temps. Et je pense que ça a aussi expliqué pourquoi au début, ils se sont peu servis de la communauté Slack parce que crainte de ne pas avoir le même langage, les mêmes connaissances. Et puis petit à petit, en échangeant avec les autres personnes de notre groupe, voilà, quelque chose s'est tranquillisé et ils n'en ont plus du tout parlé au bout d'un moment. Je pense qu'il y a aussi une partie qui a pu être aidante, je ne sais pas s'ils l'ont verbalisé, c'est de voir que même des pédiatres ou des pédopsychiatres sont en difficulté pour apprendre à utiliser la DBB. Tout à fait. Et qu'en fait, ils étaient au même niveau au point de départ. Et puis moi, j'ai beaucoup discuté avec eux aussi tout le long. Je leur ai dit, bon, alors la vidéo d'hier que j'ai regardée, tel enfant, je me suis complètement plantée. Et bon, ce qui n'est pas facile à vivre non plus. Mais ça les a beaucoup tranquillisés aussi. Là, on s'engage tous dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà. Alors, Alexandra Deprez, elle maîtrise cette échelle sur le bout des doigts, mais vous n'êtes pas censé la maîtriser de cette manière-là. Parce que du coup, il y avait cette idée-là aussi qu'il fallait atteindre votre niveau de connaissance. Je les rassure, non, il ne s'agit pas de devenir docteur en psychologie, il s'agit juste de s'approprier un outil en lien avec vos missions à vous. Voilà, vous ne faites pas le même travail. Non, clairement. Mais c'était intéressant parce que donc Cédric Martinez, qui est un facilitateur, a travaillé avec eux à certains moments. Et donc, il m'a donné un retour et il était émerveillé, en fait, de la richesse d'analyse et très étonné même, en fait, d'une certaine manière. Il ne s'y attendait pas. C'était une découverte. Comme lui, il est en formation de formateur, évidemment, ça lui a fait plaisir aussi parce que du coup, il s'est senti plus à l'aise aussi. C'est un beau moment de cette formation, cet échange qu'il y a eu en dehors de moi, en fait. Et qui a montré à quel point tout le monde se met à réfléchir, indépendamment des peurs du début, quoi. Il faut aussi que je vous précise qu'on a donc proposé 25 places pour cette formation à l'ensemble du service et qu'on on a proposé à chaque agent qui avait envie d'y participer de venir participer à un entretien de sélection avec la coordination et moi-même. Alors, c'était vraiment un court échange, mais il y a 70 agents sur le service, 25 places. Il s'agissait aussi de faire naître une motivation, une envie. Voilà. Ce qui explique sûrement l'engagement après aussi des professionnels, c'est quelque chose qu'ils sont venus défendre. Je veux cette place, je veux me former. Donc déjà réfléchi avant. Oui, on leur a distribué le descriptif que vous m'aviez envoyé, le livret du stagiaire, en amont, qu'ils ont pu lire. Je leur ai aussi imprimé l'échelle que j'avais trouvée. Et donc, ils ont pu regarder ça en amont. Et on les a un peu questionnés sur la manière dont ils utilisaient l'observation dans leur pratique quotidienne, pourquoi est-ce qu'ils avaient envie de faire cette formation. Ils ont vraiment l'impression d'avoir été chercher leur place. Donc, bien avant que la formation commence, le désir était là de participer. Ils avaient compris que c'était quelque chose
d'innovant, de nouveau, d'important, que ça allait être difficile, que c'est une formation exigeante. Mais ils étaient déjà fiers de pouvoir y participer. Donc, ça a donné envie à d'autres qui étaient plus craintifs maintenant de venir. Ça, c'est formidable. Oui, là, on a eu lundi la deuxième partie du groupe, en fait. Et on sent qu'ils sont un peu moins frileux qu'au début de la première formation. Ils arrivent, enfin, je sais pas, Jocelyne, si tu as senti ça, mais je les ai sentis plus confortables. Oui. Mais le premier groupe vient rassurer le deuxième, dire oui, c'est normal, les premières séances, c'est comme ci, c'est comme ça, tu verras après. C'est intéressant. Donc, en fait, on a des tuteurs pairs dans votre… Oui. Et certains voudraient venir jouer. Pardon. Il y a des tuteurs techniques parce que je n'ai pas eu de demande comme la dernière fois. Oui. Je pense qu'il sait dans donc il y a aussi les compétences de connexion, d'utilisation des différents sites, etc., qui se transmettent au sein de l'équipe. Ce n'était pas quelque chose qu'on avait déjà mis en place. C'est-à-dire, sur notre service, il n'y a pas d'ordinateur à disposition de tous les agents. Il n'y a pas de tablette. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on envisage maintenant parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose qui est important. Et ça a demandé une organisation incroyable. Certains ont amené leur ordinateur portable. Moi, j'en ai le mien, je le prêtais à un tel et un tel. Vraiment quelque chose de très solidaire aussi. Donc, ils se mettaient à 2 ou 3 sur le même ordinateur. Voilà, c'était une organisation nouvelle. On est assez content d'avoir pu relever le défi aussi sur ce plan-là. C'est un gros défi, hein. Oui, parce que sur le plan numérique, en plus de l'organisation, de la continuité d'accueil, on n'était pas prêts en réalité. Est-ce qu'ils ont quand même, pour certains en tout cas, utilisé peut-être leur smartphone pour se connecter pour les Oui. Et là, le deuxième groupe maintenant fonctionne beaucoup plus avec leur smartphone. Est-ce que ça leur donne une flexibilité supplémentaire? Souvent, ils maîtrisent mieux le smartphone aujourd'hui que l'ordinateur. Oui, et puis c'est quelque chose qu'ils peuvent emmener en salle de pause. Ils n'ont pas forcément besoin d'être dans un bureau, parce que dans un bureau, ça empêche la responsable d'être présente et de travailler, etc. Donc là, la plupart ont regardé sur leur smartphone et je suppose que ça va continuer comme ça. Ok, ça c'est intéressant pour nous de le savoir. Et plusieurs m'ont demandé, c'est les adresses mail que j'ai transmises à Jocelyne, qu'on utilise plutôt leur adresse personnelle et non professionnelle pour pouvoir travailler à la maison de manière plus fluide. C'est-à-dire qu'ils partent déjà avec l'idée que ça va demander de l'investissement personnel et c'est quelque chose qui ne pose aucun souci. Ouais, c'est super. Franchement, quelle équipe. Oui. Quelle équipe. Ouais, franchement. En plus, je me rappelle, ils ont amené plein de vidéos extrêmement intéressantes de bébés qu'ils ont pour la plupart vraiment bien codées. Alors, il y avait quelques cas difficiles, mais évidemment, ils ont posé des questions cliniques pertinentes à chaque fois. C'était vraiment intéressant à voir et puis dynamique, quoi. Pour nous, pour moi, de l'autre côté. Oui, c'est quelque chose c'est un projet qui a vraiment été porté, soutenu, encouragé par la coordination, par la direction générale et par les élus. Donc ça aussi, toute la chaîne. Donc on voit bien qu'il faut que tout le système porte le projet. Et là, le projet vit pleinement, j'ai envie de dire. C'est sûr. Je pense qu'il n'aurait pas fonctionné de la même manière si le service ne s'était pas engagé avec autant de participants. Là, les deux groupes, vraiment, je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça leur permet d'entendre, partager un regard avec d'autres professionnels qui n'ont pas la même formation qu'eux. Mais 12 ou 13 agents ensemble, même si ça fait peur, même si la formation est impressionnante et qu'on mesure rapidement le niveau d'exigence, on est ensemble. Oui. Voilà. Une aventure presque. Oui. On n'est pas comme on va seul ou à 2 ou 3 assister participer à cette formation. Je pense que le sentiment n'aurait pas du tout été le même. Okay. La remise des certifications, c'était un moment important. Les élus étaient là, donc c'est aussi une reconnaissance franche de leur investissement, de leur engagement, et puis de ces nouvelles compétences qu'ils ont acquises. C'était un moment important pour eux. Le service restauration a préparé quelque chose, un petit buffet, voilà. On a fait les choses en grande pompe et je crois avec tout le travail qu'ils ont fait, honnêtement, c'était mérité, parce que il y a beaucoup de vidéos à voir. Ils ont fait la formation complète, pas la formation partagée. Ils ont réalisé leurs vidéos. Ils ont eu, je ne sais plus, 30 vidéos à côté. Oui. Moi, j'ai écrit un courrier que le maire a signé pour autoriser le service à réaliser ces vidéos-là. Ça permettait aussi au niveau de la responsabilité d'être dans les clous. Et puis, les parents, finalement, ont adhéré à ça bien plus facilement que ce qu'on imaginait. Ah, ça, c'est intéressant. Quasiment tous les parents de toutes les structures ont accepté. D'accord. Et je ne m'y attendais pas du tout. Ça n'a posé aucun problème. Oui.
En principe, moi, mon observation, hein, c'est si c'est clair dans l'institution, les parents suivent parce que c'est présenté clairement. Par contre, si l'institution a des freins, les parents vont… je ne sais pas encore quels sont les mécanismes, mais c'est comme si quand on présentait le projet, on transmettait l'instance, c'était en même temps. Et du coup, les parents font « j'y vais pas ». Mais je pense que les responsables vraiment se sentaient aussi entourés, que la signature du maire de ce courrier, donc les gens étaient bien au courant, la hiérarchie était bien au courant, donc ça permettait aussi d'être tranquille dans sa position. Voilà. On avait peur que les parents s'inquiètent de ce qu'on allait faire des vidéos. Pas du tout. Ok. Oui, non, on est quand même vous avez posé le cadre comme il fallait. Oui. Et puis, après la remise des certifications, la directrice générale des services a rédigé un article dans Le Lien, qui est le journal qui est distribué à tous les agents de la ville, en première page, avec une photo des professionnels et un article qu'elle avait rédigé elle-même en se renseignant sur ADBB, qu'est-ce que c'est, le retrait relationnel. Donc, tout le monde maintenant a entendu parler. Reçu l'information. Voilà. C'est une belle expérience. Jocelyne, toi, tu veux peut-être poser des questions ou rajouter des choses? Vraiment, même nous, on est fiers d'eux, quoi. Ouais. Ils nous ont impressionnés. Et ils nous ont transmis quelque chose, une information importante, c'est que ce qu'on a construit pédagogiquement, ça répond aux besoins, en fait. Oui. Et, on le savait pour les autres professions, mais la formation ADBB, elle a presque 20 ans, donc on est rodé à former les psychologues, etc. On n'était pas rodé encore à former des auxiliaires de puériculture, des CAP de petite enfance. Moi, je me posais pédagogiquement la question de savoir, est-ce que ça va fonctionner ou est-ce qu'il faudra qu'on adapte? Et en fait, ça a marché contre toute attente. En fait, c'est quelque chose qu'ils m'ont donné à moi de leur motivation et de leur capacité. Et ça, c'est pour moi une belle découverte. Oui, mais je crois que finalement, c'est quelque chose qu'ils expérimentent tous les jours. Ils utilisent leur sensibilité, leur ressenti tous les jours, mais ils n'avaient pas les mots ni les concepts à mettre dessus. Donc, ils restaient dans quelque chose vraiment émotionnel. Je sens que quelque chose ne va pas, je ne sais pas quoi, je n'arrive pas à trouver les bons mots. Je sens, mais je ne sais pas. Et formation, elle a répondu à ça, et maintenant, ils ont la compréhension intellectuelle, en plus de leur ressenti et de leur sensibilité. Donc c'était juste des réponses à des questions qu'ils se posaient avant la formation. C'est ça, c'est un processus intégratif, cette formation, parce qu'en général, humainement, on sait on sent que le bébé ne va pas bien. Mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à le mentaliser quand on n'a pas reçu les outils pour le mentaliser, en fait. Tout à fait. Et pour les professionnels, je pense qu'il y a quelque chose de protecteur de leur propre santé mentale aussi, dans le fait de pouvoir nommer, parce que sinon, c'est des états inconfortables, anxieux, émotionnels, sur lesquels on n'arrive pas toujours à mettre le doigt, et on ne sait pas trop si c'est les nôtres, ceux du bébé, de quoi, qu'est-ce qui se passe. À partir du moment où on a un outil pour les penser ou les dire, et les différencier aussi de ses propres états à soi. Je pense qu'en termes de santé mentale du professionnel, c'est protecteur. Tout à fait. On accueille vraiment des familles qui sont en très grande difficulté, et je constate au fil des années qu'on met de plus en plus à distance les parents, les familles, que c'est difficile d'entendre les histoires, les parcours qui sont vraiment très, très douloureux, et que cette mise à distance des parents, elle soulage et elle vient protéger. Mais parce qu'on n'arrivait pas à mettre des mots, à comprendre ce qui se passait dans la relation, on avait cette impression parfois d'une indisponibilité psychique des parents, parce que traumatisés, parce que isolés, etc. On voyait bien que ça induisait des choses dans la relation, puis dans le développement du jeune enfant, mais il n'avait absolument pas la théorie ni les outils pour en démêler le sens et savoir surtout comment intervenir. Parce que quand vous êtes spectateur d'une situation qui est terrible et que vous avez le sentiment de ne rien faire, effectivement, vous fermez la porte. Moi, j'y vois des promesses assez formidables dans leur travail, d'une ouverture, d'une disponibilité pour ça. Surtout que, en tout cas, dans le domaine de la protection de l'enfance, on a des évolutions et de plus en plus, les lieux d'accueil de jour
sont utilisés comme soutien de famille parce qu'on n'a pas forcément assez de familles d'accueil, assez de places en pouponnière, etc. Donc, on maintient les enfants dans leur famille et on met une crèche, une nounou qui fait fonction de tuteur de résilience et on leur met une tâche clinique un peu comme ça, quoi. Pouf, allez, ça va marcher, on y croit. Donc, j'imagine que dans ce cadre-là, voilà, pouvoir les former, ça va les aider à accomplir cette mission qui est importante. Hein. On sait que toute la recherche le montre. Avoir un tuteur de résilience, ça sauve la vie. Hein. Même. Oui, mais ça, ils en ont pris conscience. Et vraiment, ils sentent quelle est leur responsabilité maintenant. Elle est lourde, mais ils en ont pris conscience. Je ne sais pas si elle est tellement lourde que, surtout profondément humaine, et que c'est une reconnaissance professionnelle aussi. Tout à fait. Oui. Hein, ils sont pas interchangeables, ils sont pas. Exactement. Et je pense que ça, c'est perdu de vue parfois. C'est sûr, la petite enfance, c'est souvent le parent pauvre de cette cité éducative. C'est quelque chose qui est peu valorisé, qui est peu regardé. C'est aussi pour ça que ce projet-là, il est important, c'est qu'on change de regard un peu sur leur travail. Ils ont des compétences, ils ont des connaissances. C'est pas de la garde tous les jours, non. C'est pas de la garde, effectivement. Non. On accueille et on soutient le développement, on propose des choses qui permettent aux enfants de se développer de manière plutôt correcte. Ouais. On accueille les parents. Et parfois de compenser aussi. C'est sûr. Moi, j'en suis convaincue qu'on a une influence compensatoire sur plein de choses et il faut se sentir compétent aussi pour le vivre et l'incarner. C'est pour ça que j'aime bien, je ne sais pas si vous connaissez le terme d'alloparent, qui a été développé par Sarah Blafardi, principalement. Et j'aime bien parce qu'en fait, voilà, les professionnels de crèche sont des alloparents. C'est ça. Et donc, c'est essentiel dans notre espèce. C'est pas assez dit. Mais c'est vrai que ils se sont beaucoup questionnés sur les liens d'attachement secondaires. Alors, est-ce que nous, on est des liens d'attachement secondaires? Ça veut dire que nous, on peut compenser des choses. Là, tout de suite, on prend vraiment l'ampleur de son rôle et de ses missions. Et il y a un vrai travail encore d'accompagnement en formation pour les professionnels de crèche, de qu'est-ce que c'est que cette fonction attachement des professionnels, parce qu'ils ont une fonction attachement, mais ils n'ont pas forcément un lien d'attachement. Et ça implique plein de choses, en fait, sur son propre fonctionnement psychique à soi, celui de l'enfant. Mais effectivement, ils ont toujours une fonction attachement. Oui. Ça a même donné envie à certaines responsables de suivre le DU sur l'attachement de Guédé, pour vous dire que vraiment, cette notion elle a parlé. Et vraiment, j'espère que c'est quelque chose à défendre aussi dans la formation initiale des professionnels. C'est une formation quasiment qui devrait s'intégrer à la formation des auxiliaires de puériculture, dans les centres de formation. Oui. Le développement socio-émotionnel du petit, question de la relation tout au long du développement. L'accent chez nous a vraiment été mis pendant des années sur le langage, le niveau de langage, les retards de langage, etc. En prenant ça de manière très isolée, sans l'inscrire dans la relation. Oui. Alors que le trouble du langage, c'est d'abord un trouble de la relation quand il n'y a pas des questions organiques. Oui. On a du mal avec le domaine affectif en France, en tout cas. Ou dans beaucoup de pays. D'accord. Jocelyne, tu es d'accord? Oui. Oui. Si l'expérience du tout petit, elle est traumatisante pour l'adulte. Mais je pense, on travaille pas dans la petite enfance pour rien. Et ça, chaque professionnel le sait, se le dit. Alors, c'est un peu abstrait par moments. On n'est pas là pour rien. On a vécu des choses aussi difficiles qu'on vient retravailler, peut-être dans une certaine mesure réparer aussi. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que c'est aussi violent de prendre conscience de ce que peut être la détresse d'un tout petit. Forcément, ça leur renvoie des choses de leur vie personnelle et certains en ont discuté ensemble. Donc, ça a eu des impacts à tous les niveaux. J'imagine que pour certaines qui sont mamans ou certains qui sont papas, ça a dû les questionner parce qu'ils sont jeunes beaucoup dans l'équipe, donc ils doivent avoir des petits-enfants quand ils ont des enfants. Ils ont dû se dire, mon Dieu, il est en retrait, mon petit. Oui. Mais il y a quelque chose, je trouve, qui est assez
effectivement, ça a amené plein de questions, plein d'inquiétudes, etc. Ils se sont mis aussi à regarder les enfants de la famille, des amis, etc. Bon, parce que quelque chose On qui en est parle dans assez... la formation, mais je crois que c'est jamais assez quand on leur dit non, c'est pas la peine d'aller faire des retraits relationnels des enfants de la famille. Oui, c'est ça. Mais je trouve ça intéressant. Ils ont vraiment plongé là-dedans. Ils avaient vraiment besoin de comprendre et d'essayer des choses et Ouais, c'est positif. super. En tout cas, Jocelyne, je te laisse la parole. oui, mais merci. Ben, on va conclure là parce qu'on aura encore plein de choses à se dire. Mais en tout cas, je trouve que, enfin, je veux souligner une chose, c'est que c'est vrai que les services petite enfance, concrètement, en fait, les professionnels passent beaucoup de temps avec les enfants dans les crèches. Et pour les enfants, évidemment, c'est important ces temps-là. Donc je trouve ça important de bien les former. Et puis bah, vraiment, je trouve bravo à toute l'équipe et puis à vous aussi pour avoir fait cette démarche-là. Parce que c'est vrai que la formation, ça change, ça change la donne hein, pour beaucoup de professionnels. Ça donne aussi du sens à sa vie professionnelle. Tout à fait. Oui, c'est exactement ça. Donc, merci beaucoup, Clara, vraiment. Merci à vous.